Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs, bonjour, nous sommes mercredi, il est 18h, vous êtes bien sur Radio M, c'est bien le café presse politique comme tous les mercredis, mais ce n'est pas Khaldrani qui le présente aujourd'hui. Khaldrani, notre présentateur globe-trotter, est absent, il est à Paris pour une activité. Notre collègue et ami Souheila Ben Ali devait présenter ce CPP mais a eu un empêchement de dernière minute, donc je me retrouve devant vous pour présenter le café presse politique, pour rester dans le rendez-vous du mercredi à 18h et ne pas trop vous perturber avec nos reports. Pour ce CPP un peu particulier, nous avons fait les choses en grand puisqu'on a fait bouger un peu le tour de table. Hassan Wali est avec nous d'Al Watan. Bonjour Hassan. Bonjour. Mohamed Ouanougui est avec nous de TSA. Bonjour Mohamed. Tariq Hafid, qui est un habitué, donc journaliste indépendant, est avec nous aussi. Bonjour Tariq. Et Ahmed El Ayashi, dont c'est la première. Ahmed El Ayashi, journaliste indépendant. Rani Al-Tarif. On profite de l'absence de quelques membres du CPP pour renouveler un petit peu la participation autour de cette table. Je n'irai pas plus loin dans le détail sur les membres absents qui nous permettent de renouveler ce tour de table. Donc, nous allons commencer comme d'habitude par le fait marquant de la semaine. Hassan, qu'est-ce qui t'a marqué? Un fait, un geste, une image? 200 migrants clandestins algériens qui échouent sur la côte espagnole au moment où Yahya présentait son plan d'action promettant un avenir meilleur pour l'Algérie. Ils n'ont pas échoué parce qu'ils ont ils ont atteint la côte. Hein. Oui, échouer, c'est en général être naufragé. Enfin, c'est un naufrage. C'est un naufrage. Mohamed? Presque la même chose, sauf qu'il y a eu deux communiqués. Il y a un communiqué hier et un autre aujourd'hui du ministère de la Défense qui annonce un chiffre de pas mal de 300 migrants qui ont échoué. Ils n'ont pas atteint. Ce sont des gens qui ont été arrêtés au niveau de la côte algérienne. Mais 300 en 2 jours, c'est quand même... En fait, on va peut-être consacrer une émission à ça. Ni Ouihia, ni personne, ni aucun ministre n'a réagi, n'a fait un commentaire là-dessus. Ouais, le mouvement migratoire algérien a redémarré très fort. Tariq, le fait marquant de la semaine pour toi? Ouihia toujours, mais une image qui m'a étonné, c'est le Premier ministre algérien qui reçoit le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français. Donc, Premier ministre, secrétaire général, moi ça m'a étonné. C'est pas nouveau. Il était chargé de remettre un message du Premier ministre français. Le message, il peut le transmettre, voilà. Non, mais ils ont l'habitude de recevoir, même le président de la République a reçu un maire. Il y a certaines valeurs qui se perdent. Non, le président de la République, quand il était en forme, a reçu un maire. Oui, mais ça justifie rien. Voilà. Le fait marquant de Ahmed El Ayashi, moi je sais qu'Ahmed El Ayashi a couru le semi-marathon durant ce vendredi, mais je ne sais pas si le fait marquant de la semaine, جاي من وهران ولا ماشي من وهران. Non, أنا جاي من بلعباس، من وهران رحت بلعباس، مي أنا الحاجة اللي سوتني هذه السمانة ثاني نولي الأويحية الوقت اللي هو وجه النداء نتاعو للإرهابيين باش يهودوا. ففي باب الزوار كاين النصب التذكاري نتاع زميلنا يفصح مخرب، ولا السلطة تحركت، وحتى الكتبة اللي كانت منحية في هذا وكاتبين أي كلام في وخد آخر، وهذا يأثر سادير رمز خاطر هو هذا إعادة اختيار. عنده مدة طويلة هو مخرب. عنده مدة طويلة، وأنا أيام روحت صورت هذا النصب التذكاري. إي بور موا سي إسماعيل يفصح، والذاكرة نتاع كل الضحايا تختال مرتين. Oui, pour nos amis auditeurs, les plus jeunes d'entre eux, Smaïl Nifsah, un collègue de l'NTV assassiné en 1993 par le GIA. 28 octobre. 28 octobre 1993.
Oui, ça nous rappelle des moments très difficiles. Merci. Alors, le premier sujet qu'on va aborder pendant cette première partie du Café Presse Politique, c'est un sujet que nous effleurons à travers le numéro du Café Presse Politique. C'est la question de savoir comment on va finir avec les années Bouteflika, parce que c'est un 4e mandat qui est en train de perdurer. L'opposition n'arrive pas à trouver la bonne réponse. Il y a des propositions qui nous viennent d'un peu de tous les côtés. La dernière étant celle de Boukroh qui propose aux Algériens de résister de manière citoyenne et pacifique pour refuser un 5e mandat et pour refuser la succession filiale, donc la succession par Saïd Bouteflika. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de octobre 88, donc la question se pose, est-ce qu'il va y avoir un autre octobre si la situation perdure, puisqu'au niveau économique c'est en train de se tendre? Est-ce qu'il faut attendre des élections et puis changer la situation par les élections? Est-ce que les sorties de Barakat, de Djil Jadid pour forcer le destin avec l'article 102, c'est aussi une option qui peut faire changer les choses? C'est le grand chantier qui attend les Algériens. Que faire? Est-ce qu'il faut continuer dans ces situations où il faut réagir? Alors, évidemment, la nouveauté dans cela, c'est qu'il y a une option qui est un peu nouvelle, c'est celle que propose Boukroh. Est-ce que vous êtes fan de ce qu'a proposé Boukroh Hassan Wali, de ce qu'il a proposé? Est-ce que c'est une démarche qui peut marcher en Algérie? Je ne pense pas à ce que je ne crois pas trop à ce que Boukroh ait la capacité d'abord de mobiliser lui-même. Et il me semble que c'est un homme qui est un peu hors sol. Et on voit les réactions de beaucoup d'Algériens à travers les réseaux sociaux, les commentaires des acteurs politiques et sociaux. Et ils disent ce que serait mieux pour Boukroh de faire, c'est de s'amender d'abord. Il ne faut pas oublier que Boukroh, en 2013, quand il y a eu un grand débat sur la possibilité ou pas de reconduire Abdelaziz Bouteflika au pouvoir, Boukroh est allé sur les plateaux de télé maison pour plaider la capacité du président, pour dire que c'était sur Chen Nahar. On sait qu'on n'oublie pas le rôle d'un Nahar pendant la campagne. Moi, je ne me souvenais pas de ça. Boukroh a soutenu le 4e mandat? Oui, bien sûr. On peut facilement retrouver ça. Mais bon, au-delà de ça, appeler à une révolution citoyenne, Boukroh n'a jamais cru à une révolution citoyenne. Aujourd'hui... Et c'est séduisant quand même. Résister pacifiquement. C'est bien beau dire, la révolution c'est séduisant, la lutte c'est séduisant, mais ça ne suffit pas. On n'est même pas dans le romantisme révolutionnaire. Et maintenant, cela veut dire quoi? Que c'est vrai que depuis des années, on fait la critique du pouvoir, son incapacité à se réformer, l'impasse dans laquelle a mis le pays, mais on a fait l'économie d'un débat critique sur l'opposition politique et sa capacité à produire un discours alternatif et à être en capacité de prendre le pouvoir, parce que l'opposition refuse de dire nous voulons prendre le pouvoir. Hassan Wali, la question est ouverte aux autres. On oublie un instant Nordine Boukroh et on dit ce qu'il a proposé est repris par d'autres hommes politiques plus crédibles, on va dire des gens qui sont plus ou moins restés en retrait, ou quelqu'un comme Saïd Saadi. Je ne vais pas évoquer d'autres parce que tout le monde n'est pas en retrait. Est-ce que ça n'a pas plus de chances de mobiliser les Algériens, ou est-ce qu'on est encore dans une situation où la méfiance par rapport à la classe politique est tellement forte que personne ne va bouger? Non, personnellement, je ne pense pas que les Algériens vont bouger, sauf si la crise sociale s'aggrave encore davantage. C'est tout ce qui va faire bouger les Algériens. En 88, c'est ce qui les a fait bouger, ce n'est pas la démocratie. Ceux qui ont manifesté en 88 n'ont pas demandé le multipartisme. لا الحميده 88 الناس اللي خرجوا كانوا يعيطوا ستانسميت كانوا يعيطوا ما كانوش يعيطوا التعدد ديال الحزبيه. Mais c'était ça l'essence même de la colère sociale, c'était la crise, mais la crise sociale c'est la résultante d'une crise politique, d'une chape de plomb sur la société. Et puis une explosion comme ça, une révolte, ça peut partir en Tunisie, on l'a vu, c'est un marchand de légumes qui a basculé l'histoire dans ce pays. Bouazizi n'a pas revendiqué la démocratie non plus, mais il a servi de carburant pour quelque chose, d'une colère qui est dans la société. Et il y avait ce qui est intéressant en Tunisie à observer, même en Égypte, même si ça a mal tourné, au Yémen, même si ça a mal tourné. Donc ce n'est pas les appels politiques, ce ne sont pas les partis politiques ou de personnalités politiques qui vont faire bouger les choses ou les Algériens.
Est-ce que c'est les islamistes qui peuvent... on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils sont devenus les islamistes, parce qu'il n'en reste plus de radicaux, et il y a surtout des modérés qui ont été au gouvernement. Ahmed El Ayyachi, تفكر بالحركه الاسلاميه كما راهي في الجزائر الان عندها مازال عندها طاقه للتجنيد باش تقدر تحرك الجماهير ضد النظام كما راه قائم الان؟ لا هو شوف الحاجه اللي تخوف هو الان رانا في وضعيه دو بلوكاج كلش راه مبلع. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اليوم ش عندنا طبقه سياسيه مهلهله مشتة، عندنا مجتمع مفكك ومجتمع مدني ضعيف جدا، وعندنا طاقه نتاع غضب وطاقه نتاع رفض غير ما راهيش لاقيه الان القنوات والاطر اللي غادي تنظمها. معناه واش رانا امام امكانيه نتاع عنف كبير، وعنف اللي غادي يغدا نقولوا حنايا ان فيولونس نيديست، يعني بدون باش نولي هنا المحمد، يعني بدون الدلاله السياسيه الواعيه يعني في هذا المجال. وهذا الخطر يعني باش نتكلم عن الاسلاميين. هذه الحاجه الاولى. هذا الوضع الان تاع لامباس اللي رانا نشوفوا شا غادي يعطينا وين يعني حاله انهيار. يعني في زوج كلمات نساوي هنايا اللي انا نظرتي يعني من اكتوبر 88، يعني اكتوبر 88 كانت بدايه دخولنا الى ما بعد الوطنيه، لو بوست ناسيوناليزم، باش ندخلوا الى من الوطنيه البيروقراطيه الى الوطنيه تاع المواطنه وعلى دوله الكسمو. الان امام دو سيناريو. هذا الامور ما مشاتش، يعني عشنا عامين تقريبا ديمقراطيه تعدديه هشه، دخلنا حاله عنف، ثم ما بعد العنف الان دخلنا الان هذا ما بعد الوطنيه تعطيك حلين زوج، يا اما نغدو فير المواطنه. اليوم الامكانيه السيناريو يبان شويه ضعيف في هذا. السيناريو الثاني نغدو نحو العنف. نحو العنف واش غادي يخرج كل التناقضات الداخليه. من بين التناقضات الداخليه ان غادي يكون تهديد حقيقي لما تسمى بالوحده الوطنيه. اثنين، ما قديناش بطريقه سلميه نعيد النظر في يعني إعادة هيكلة الدولة الوطنية، معناه إعطاء يعني نوع من الاستقلاليات الذاتية ويكون هناك سير جديد للدولة الوطنية. معناه فيه الإمكانية كبيرة نتاع الانفصال. وكي نقول هنا الانفصال ما نقولش إلا الآليين منطقة القبائل، وإنما نقول المناطق الأخرى، وهي اللي غادي تكون ممكن المبادرة تكون بين قوسين، يعني قادر الانحراف يكون مش المبادرة أو الانفجار يكون منها ويكون أكثر عنف. إذا نحن أمام ان سيناريو في زوج كلمات، يعني ان سيناريو مخيف جدا، وهو تقريبا نفس الاجواء نعيشها تاع اكتوبر لكن بخطر اكثر. Ahmed Ayyachi, le Premier ministre a fait baisser le taux du dinar Square avec sa déclaration. On risque pas d'avoir de quoi payer les salaires en novembre prochain avec ce que vous venez de dire maintenant. Il va pas se redresser le taux du dinar parce que c'est très pessimiste. Tarek Hafid, aussi pessimiste sur l'avenir, il n'y a que deux scénarios et le plus probable c'est celui de la violence. Pour essayer de contrôler la violence, c'est l'argent. Actuellement, l'argent, théoriquement, on n'est plus censé en avoir beaucoup. Voilà. Mais je pense qu'il y aura toujours quand même des fonds pour essayer de contrôler tout ça. C'est mon avis. Reste maintenant, puisqu'on parle maintenant de l'avenir, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 2019, c'est dans 18 mois à peu près, 18-19 mois. Tout va se jouer dans un cercle très restreint, et ce cercle est en train de se resserrer pour ne laisser qu'un seul homme, c'est mon avis, c'est Saïd Bouteflika. C'est-à-dire que maintenant on n'est plus comme en 2014. Est-ce que le président va se représenter, puisque beaucoup disent qu'on va vers un cinquième mandat, mais je pense qu'on va vers un premier mandat de Saïd Bouteflika. Les prétendants étaient connus depuis 2010. Il y a eu un certain moment Belkhadem. Ensuite, il y a eu Ouyahia. Ensuite, il y a eu Sellal. À un certain moment, certains ont même vu Eliot Ness Tebboune comme aussi capable de pouvoir être le futur. Maintenant, dans ce cercle qui est en train de se resserrer, il n'y en a pratiquement qu'un seul. Sachant que si on applique les règles dites démocratiques d'organisation d'élections, tous les prétendants venus de l'opposition n'ont aucune chance.
Alors, voilà. C'est-à-dire on va préciser ce scénario. D'être lucide, voilà. On va préciser ce scénario-là. Dans la situation actuelle, Mohamed nous dit, si la situation sociale ne se dégrade pas plus, il n'y aura pas de réaction populaire et donc l'opposition ne pourra pas mobiliser une force politique contre le régime. Mais si le régime fait une erreur, on peut considérer que, moi je considère que le retour de Chakib Khalil est une première très grave erreur sur le plan moral. Si le régime fait une erreur en essayant d'avancer le pion, 5e mandat ou premier mandat, Saïd Bouteflika, est-ce que c'est pas ça qui va accélérer une nouvelle situation politique et peut-être provoquer ce qui ne sera pas provoqué par la dégradation de la situation sociale, Hassan? Moi j'ai bien peur, à force de parler de Saïd Bouteflika, il devient, même si c'est pas dans son logiciel... C'est pas le Café Presse qui va en faire un candidat. Hein. Non, c'est pas le Café Presse, mais à force d'en parler, il risque effectivement qu'on fasse de lui le candidat, le seul candidat pour la succession. Moi je n'y crois pas trop, et, pour beaucoup de raisons. Et je pense que l'histoire n'est pas écrite d'avance. On observe bien un peu les rapports de force, les tendances à l'intérieur du régime, qui ne se dégagent pas pour le moment un scénario. Ils sont pas le souci majeur des gens au pouvoir, des décideurs, c'est comment finir le monde actuel sans grands dégâts. Et c'est un peu la mission de Yahya, à mon avis, c'est de permettre à la fin du mandat de Bouteflika sans catastrophe, mais il se trouve que pour des raisons objectives, la situation économique ne le permet pas. Je reviens à la question du départ, c'est qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? En face, on a une classe politique atomisée, disloquée, son discours est inaudible, discrédité parce qu'elle ne mobilise pas à l'occasion des élections législatives. On a vu des partis ne mobiliser pas plus que leurs militants et les familles des militants. On a un paysage politique complètement atomisé. Aujourd'hui, on a vu à l'occasion du débat sur la loi, sur le plan d'action du gouvernement, les partis à l'Assemblée nationale n'ont pas pu faire face, y compris avec... on connaissait la partition, la majorité, elle est... La majorité, mais en tout cas... Ça, c'est pas une surprise. Oui, mais en tout cas, l'opposition parlementaire n'a pas pu apporter la contradiction de manière sérieuse. Au-delà des discours enflammés, attaqués ou Yahya, il n'y a pas eu... on n'a pas entendu un discours... Alors, on va revenir à la stratégie. Et je veux dire juste l'erreur de l'opposition, et depuis toujours, c'est qu'elle n'a jamais été dans la stratégie, elle était toujours dans l'immédiateté, elle avait un regard dirigé vers le sommet, vers le pouvoir. Elle était dans la revendication de quelque chose du pouvoir. On ne pouvait pas demander un pouvoir autoritaire, dictatorial. Est-ce qu'il nous donne de la démocratie? Et elle a abandonné une des fonctions essentielles d'un parti politique, c'est d'aller convaincre les gens, de mobiliser, de construire des partis solides. L'ancrage des partis aujourd'hui, il est plutôt à chercher dans les institutions que dans les quartiers, dans les usines, dans les universités. Alors, dans un paysage comme ça, c'est pour ça ce que Dahmida, on est dans une impasse globale, elle concerne l'impasse globale. Et aujourd'hui, ça peut éclater, ça peut péter, hein. C'est imprévisible, la société, le mouvement dans la société est imprévisible. La reprise des départs de Tal Harga, c'est un indicateur c'est un indicateur. On a tous les éléments objectifs d'une explosion sociale, d'une révolte sociale qui peut prendre une forme violente. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la quantité d'armes qui circulent, les réseaux mafieux, des milices, des intérêts mafieux, ça peut conduire vers l'irréparable. Et si on ne prend pas conscience ça peut conduire vers l'irréparable, mais on est en 2017, on n'est pas en octobre 88. Entre les deux, il y a eu les années 90. Alors ma question, est-ce que la peur du retour aux années 90, à la division, le fitna et l'akhiri, c'est pas encore quelque chose qui va jouer dans le sens d'une forme d'apaisement, de négociation entre la société et le pouvoir? La partie que vous aviez l'habitude de nous donner de la rente, vous n'arrivez plus à nous la donner, mais nous est-ce que c'est pas encore ça qui va fonctionner? d'abord كنت كل يوم هي مش غير المعارضه، يعني هي فيها مسؤوليه اليوم، يعني خاصه من ابتداء من 2014 من 2004 احنا يعني من العهده التاليه من نهار صار التحالف بين المخابرات مثل التوفيق والرئاسه
كانت مهمة أساسية، تكسير الطبقة السياسية في المعارضة وبالتالي تكسير المجتمع المدني. خلقوا هذا التحالف خلق أنفيد ولزوج خارجين خاسرين اليوم. السلطة نفكها وأيضا المعارضة نفكها والمجتمع نفكك. هنا اليوم السيناريو كان عندنا نسميه السيناريو الحرب المغلقة، خاطر التيروريزم حرب مغلقة وما كانتش خطيرة بالمقارنة اللي صار الآن في الدول العربية وأخرى اللي صار فيها الربيع، ليبيا، سوريا إلى آخره. اليوم الخطر وين؟ يعني اليوم الآن القرار يعني كان ظروف أخرى، القرار تاع التسعينات اليوم ما يمكنش يخوف. علاش؟ لأن الجيل اليوم اللي راه قنبلة المؤقتة ما عاش التسعينات، فهو جيل واخد آخر. طيب ما تشوفش التسعينات، الشباب تاع اليوم ما يشوفش التسعينات بصح يشوفوا واش صرا في المسار الثوري في الدول العربية. قال تتحرك فاتت. شوف صرا في ليبيا في سوريا تتحرك الامور. شوف يعني الان نحكي هنا كمواطن، يعني الاحساس ربما عشناها ولا كنا نشوفوا ان غضب في 87 كذا. اليوم راك تشوفه الان عند اللجان اليوم السخط، يعني حتى السكات وقال ما نولوش كما الدول العربيه اخرى. كاين النهار تقدر تفرغ قلبك في النهار سواء على المال تاع محدود. شوف محدود. انا نشوف يعني نحكي اول كصحفي اللي يتنقل اللي يسمع الان حتى السيكولوجي، يعني السيكولوجيا نتاع الناس اللي كانت هذاك الخوف، الان الخوف بدا يتبدد. الان هذاك الخوف اللي راه يصرى في الدول نساو يعني ليبيا وكذا صيب ولات صوره قديمه في هذا. الان زيد حاجه اخرى، العنصر الجديد اللي دخل هو الان يعني هو على ابواب الافلاس الاقتصادي والافلاس الاجتماعي. الناس انا قبيل كنت في طاكسي واحد كيتكلم غير نتاع 2014 كان توجور كان امل ما صارش كيما ليبيا ولا كذا. الان هو هنا المشكله، الان هو المشكله. الان اش عندك اولا ما كانش غدوه ما قادش نسيطروا على العنف، والان عندك دوت زاكتير يعني فاعلين جدد الان في العنف. اولا عندك حتى كي نتكلموا على اسلاميين ما نتكلموش حتى على الفيس هذاك الوقت ولا اللي جاي من الفيس، لان الان المعنى السياسي ما كانش. الان نسميه عنف ما بعد الارهاب وهو عنف حقيقي. يعني عندك هذا. اثنين عندك الان عندك يعني قوه اخرى تاع الكونتربوند ولا اللي راها موجوده الان، قوه خفيه اخرى اللي اسمها بلطجيه لكن اكثر تطور هذا. وعندك الحاجه اخرى الان مفتوح على هذه مهمه جدا، يعني الدول السلفيه القديمه كما مثلا نتكلموا على السعوديه مثلا. اليوم السعوديه الان راهي في طريق العلمنه، يعني في هذا حلوا وين المراه تسوق عندها حاجه اخرى راحوا في اشياء وي وكي نقولها ما تسوق حاجه اخرى سي با كان معناه تحدي قوه رجعيه ومحافظه قويه في السعوديه. الان ما تتحرك الان هي غاديه فار ان سيرتان مودرنيتي تنجح ولا ما تنجحش سي اوتر شوز. الان الوهابيه القديمه راه عندنا احنا اليوم هنايا في المغرب اساسا في الجزائر، يعني الشرق او الخليج تحلل او تحرر من السلفيه الجهاديه نتاع الدوله الاسلاميه نتاع كذا. الان البوش نتاع السلفيه راهي موجوده في المغرب اساسا في الجزائر، وهنا الخطر. وهذه ما خلاتش التنبؤات اللي تقول الجزائر غادي تعرف ايام صعيبه، نظن فيه دراسات على هذا المجال. On va retenir de ton intervention حميده باللي الخوف تاع التسعينات تراجع في المجتمع الجزائري، وحتى الخوف من واش يصرا في الدول العربيه اللي دارت انقلابات ثوريه تراجع ايضا. اذا نقدر نقول باللي فئه من المجتمع تاعنا قابله للتغيير en dépit du fait qu'il y a des risques قبل التغيير. C'est important. Alors moi je voulais un mot quand même chez chacun d'entre vous. Les actions, les coups d'éclat تاع بركات تاع الجيل الجديد qui rappellent بلي on est dans une situation anormale. On est dans une situation anormale avec un président qui est absent, الناس تتكلم باسمه. L'article 102. Comment vous situez ces actions-là? Est-ce que c'est quelque chose qui peut accélérer l'émergence d'une conscience politique contre la situation actuelle? Est-ce que c'est une diversion? Parce qu'il y en a qui disent ça n'amènera nulle part. Au contraire, ça finit par servir le pouvoir, etc. Comment vous évaluez ces actions-là? Non, théoriquement, il n'y a pas un meilleur scénario. ما عندناش يعني سيناريو أحسن أنك تكون une révolution pacifique والنظام يروح وانتهى الامر وندخلوا في الديمقراطيه. مي اسكو كاين اون اكسبيريونس وين سي اريفي كوم سا؟ اعطيني اسكو يا ان بي كي سي ديموكراتيزي دو سيت فاسون. ما عندنا ما نحكيوش على غاندي. C'était une expérience beaucoup plus pour l'indépendance. C'est une révolution pour l'indépendance de l'Inde. ماشي قضيه تاع ثوره داخليه، ثوره داخل المجتمع الهندي ولا حاجه. بالعكس كان ضد
المستعمر الاجنبي. ما شفناش ثوره سلميه واحده اخرى في العالم وين بلاد انتقل للديمقراطيه بلا دم، حتى الغرب، حتى ميم اون اوروب لا ديمقراطيه في الأوروب. كاين اون تشيكوسلوفاكي dans les pays de l'Est il y avait des mouvements كلها بالدم. هنا ça ne veut pas dire que Tchécoslovaquie ما صارش avec la Wawel c'était une révolution pacifique mais le contexte était favorable. Maintenant, il faut savoir en Algérie, est-ce que ce qu'on a déjà vécu, les années 90, 88, etc., c'est 80, 2001, tous ces événements, est-ce que c'est suffisant comme sang? On a versé assez de sang. باش اليوم يكون عندنا on mérite au moins باش ننتقلوا للديمقراطيه ولا on peut encore vivre d'autres scénarios. الوضع كما راهو اليوم التفكك اللي كانت كلمه لحميد يعني حتى على مستوى السلطه، لانه لو التفكك موجود غير في المجتمع ولا التفكك موجود غير في المعارضه نقولوا هذه السلطه مازال عندها مستقبل. حتى السلطه ما عندهاش مستقبل لان السلطه الان تفكت وما عندهاش موارد الماليه باش تقدر تسكت المجتمع اكثر. هنا الخطر اللي ممكن يدينا الانزلاق. Hassan, pour répondre de manière directe à ta question, on est plus dans l'agitation qu'autre chose. Il y a une colère, il y a moralement c'est insupportable et puis certains leaders d'opinion se disent il faut qu'on fasse quelque chose, on le fait par pétition par-ci, déclaration par-là, on appelle un petit rassemblement. On est plus dans l'agitation que dans la construction d'une dynamique politique et sociale aux mesures d'entraîner la société. On n'est pas dans cela, on ne s'est jamais intéressé à ça, on n'a jamais construit dans ce sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on est dans une situation pré-révolutionnaire, on n'a pas une direction révolutionnaire qui est prête à jouer ce rôle. Et c'est pour ça l'intelligence politique. C'est que dans ce type de situation qui est la nôtre, c'est qu'il faut qu'il y ait de dynamique, il faut qu'il y ait une dynamique sérieuse dans la société, avec une direction politique sérieuse, et peut-être qui doit se renouveler, pas avec les mêmes visages, pas avec les mêmes pratiques en tout cas, pas avec le même discours, mais aussi qui doit rencontrer une dynamique au sein du pouvoir, parce qu'au sein du pouvoir, il y a aussi des contradictions. De l'intelligence politique pour créer une dynamique. Je reprends tes éléments de langage. Aujourd'hui, on est à 18 mois d'une élection présidentielle. On ne va pas parler des élections locales qui risquent ça crée de l'entropie, du désordre. On va parler de la présidentielle. Est-ce qu'il est possible d'envisager, je vous pose la question à vous tous, suffisamment d'intelligence politique chez l'opposition pour qu'elle s'organise autour d'une candidature unitaire? Est-ce qu'on peut envisager, on n'a pas réussi à dégager le président, le régime peut nous sortir un candidat, Jdid, Saïd ou quelqu'un d'autre, nous on est obligé de nous organiser derrière une candidature unique pour créer un rassemblement et une dynamique positive. Est-ce que c'est possible, compte tenu des relations qu'il y a au sein de l'opposition, les différents protagonistes, etc. Enfin, on peut rappeler le camp de Zeralda, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconstruire une dynamique unitaire de l'opposition? Je pense que l'opposition a raté l'opportunité de Zeralda, même si c'était bancal dès le début, mais il y a quand même... Il y a eu une initiative, il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup de personnalités de différentes tendances qui étaient réunies. On y a cru. Voilà, sous un chapiteau. Finalement, très rapidement, on a vu que ça pouvait pas fonctionner. Juste pour revenir à ta question précédente, pour les initiatives, je rejoins Hassan, c'est vrai que c'est de l'agitation. Ça fonctionne comment? En fait, ça prend... l'idée germe sur les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur, et puis après, dès que ça va dans la rue, sur le terrain, après, ça se dégonfle. Il y a pas. Mais est-ce que c'est pas quand même utile d'avoir des initiatives? De rappeler que nous sommes dans une situation anormale. Oui, bien sûr, mais on est bien sûr qu'on est dans une situation normale. Bien sûr qu'on est dans une situation normale. Un dernier point. Tout à l'heure, on parlait de Grande Harga. La Grande Harga, c'est pas 300 personnes jeunes qui prennent. C'est pas ça la Grande Harga. La Grande Harga, ce sera quand tous les millions d'Algériens qui ont des visas Schengen prendront l'avion pour partir en Europe. Ça sera la grande Harga. حميدة شوف يعني انا نظن اليوم اللي نعيشه هو الثمره المره نتاع العهده الرابعه. الحاجه الثانيه ما قدرناش اون با بي كابيتاليزي، يعني المعارضه في هذه بقت نفس اللغه نفس السلوكات نفس هذا. انا نظن الان راهم يفرضوا الان باش يكون هناك يعني تنازع الانانيات وتكون
يعني على ارضيه واحده حول مرشح واحد، نظن بينت المؤشرات ما فيش استعداد يعني في هذا. انا نظن الان في للاسف هذا هو خطة التاريخ، الان الحل اللي غادي يكون من خلال ربما عنف مسيطر عليه، يعني غادي يصرى بينا ولا بلا بينا فيولونس كونترولي. وي ما غادي يكون غير يعني وي كونترولي، يعني غادي يكون عنف ربما غادي يخلي تظهر طبقه واحده اخرى غير الوجوه القديمه هذه، غير الوجوه المعروفه اللي غادي ينتجها يعني هذا المرحله الصغيره مع باليش شحال اللي تدي مثلا تاع عنف او شده داخل المجتمع، الوحيده اللي غادي تخلي لي كونسيونس يولوا الى ارضيه موحده، بدون هذه يكون صعب. Une seconde, avant de continuer sur cette question, on a qualifié d'agitation, je suis un peu surpris de ce qu'a fait Barakat ou Djil Jadid. Est-ce que vous direz aussi que ce qu'a fait Hamid El Ayeshi était de l'agitation en réagissant sur l'attaque Nahar contre Rachid Boudjedra et qui a quand même provoqué une mobilisation? C'est une initiative citoyenne, ça n'a absolument rien à voir. Attends, est-ce que c'est pas par là qu'il faut aller? Non, attends, c'est juste quand je dis agitation, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif de l'agitation politique. Tout à fait, moi j'ai repris ça. Non, négatif. L'agitation, elle est nécessaire, mais l'agitation, c'est une révolte qui n'est pas passée à son stade de maturation politique, c'est tout. Voilà. Et il faut de l'agitation permanente. Il n'y a pas que ça. Il y avait les mouvements de chômeurs dans le sud, qui est un mouvement quand même important, qui pose la problématique de ce pays. La résistance au gaz de schiste. حسن انا اللي بتنقول بهذه معناها علاش نتكلم على بالمفهوم هنايا العنف الخلاق، فوالا العنف الخلاق ما خافوش من الكلمات يعني في هذا الان اللي راه صار داخل المجتمع. انا نظن الوجوه القديمه او الاشكال القديمه يعني اللي كانت راهي وصلت للحدود نتاعها. ما ننساش حاجه الان، اي مبادره تاع مواطنه دو سيتويانتي غادي تقابل بعنف من طرف السلطه، لان السلطه الان تعيش حاله بانيك، راهي تعيش رعب، تعيش فزع. فهذا الفزع اللي غادي يولد يعني عنف على المجتمع على اي مبادره، ومن خلال هذا اللي غادي يوسع هذه القاعده تاع العنف ويسمح ببروز قيادات ونشطاء جدد اللي ممكن هم يقودوا ربما يساهموا في تحسين الوضعيه. وجوه وقيادات جدد de nouvelles avant-gardes politiques. Et où est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui? C'est la dernière question de cette première partie. Ouais. Dans le mouvement syndical, dans le mouvement social, où est-ce qu'on peut les trouver? C'est important. C'est important. Demain, on suppose, demain il y a une poussée, des émeutes, etc. Qui peut aller parler avec les jeunes dans les rues? La question est fondamentale. Moi, je pense que on va pas réinventer le monde. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que c'est les luttes citoyennes nouvelles. On est dans les luttes des minorités, soit linguistiques, soit de femmes, soit d'homosexuels, soit tout type culturel, identitaire. On voit en Kurdistan, cette semaine, on a voté massivement pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Et donc, il y a ça, mais il y a des questions fondamentales. Et si dans les grandes usines, les travailleurs ne se mettent pas au mouvement, si dans les universités, les étudiants ne se mettent pas au mouvement, si les élites intellectuelles ne se mettent pas au mouvement, ne rentrent pas en résonance avec les aspirations, les dynamiques de la société, on va rester dans cette impasse. C'est ça qui fait que les choses bougent, prennent une ampleur, on leur ouvre des perspectives. Et c'est le rôle d'un parti politique aujourd'hui. Le rôle d'un parti, c'est d'ouvrir des perspectives à des dynamiques dans la société. Sauf qu'aujourd'hui, les partis politiques, et c'est ça le drame de la classe politique, ils refusent de dire « nous voulons prendre le pouvoir ». C'est la mission fondamentale. Je veux prendre le pouvoir. Est-ce qu'il est possible de le prendre par voie légale, électorale? Dans le cas algérien, c'est extrêmement difficile. Est-ce que c'est par la violence? On a ici l'expérience du fils, ça a échoué. Peut-être un peu les deux. Enfin, l'expérience du fils, au départ, c'était pas de la violence. Hein. Voilà, c'était une expérience politique. Peut-être un peu les deux. Est-ce que tu entrevois quelque part du renouvellement, de nouvelles élites qui peuvent... Non, l'échéance est 2019 aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un candidat ou un mouvement qui puisse émerger d'ici 2019. Je pense que le pouvoir a assuré son maintien jusqu'à 2019 pour dégager un candidat de consensus. Ça, c'est... Est-ce que le pouvoir pourra dégager un candidat de consensus en 2019? C'est ça l'enjeu. Ma question, parce que 2014, du côté de l'opposition, oui. Hein, le pouvoir, on sait un peu. Je ne vois pas de candidat qui puisse émerger de l'opposition d'ici 2019. Je pose une question directe. Est-ce qu'Ali Benflis peut être le candidat qui agrège toute l'opposition sur les 18 prochains mois pour battre? C'est pas, je sais,
enfin, mais les auditeurs de Radio M et du CPP vont peut-être nous railler et me railler moi personnellement d'évoquer ce nom qui était quand même directeur de cabinet de Bouteflika, directeur de campagne en 99. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un nom qui peut fédérer des... Il a essayé en 2014. Il a échoué. انا نشوف الاولى نشوف اللي قالوا هو يعني في السيناريو داخل السيستم يعني في هذا المجال هناك قوه ماليه جديده عندها مثل مصالح وراهي في موقع قوه. انا نظن هي تحاول اليوم تفرض او تحت في ظل الازمه يتقدم مثلا سعيد بوتفليقه اللي كان هذا سيناريو سيريو سيناريو سيريو. الان هو هذا نتكلموا هل هما خايفين هما باش ياخذوا له سهل هما بقات من بعد النتيجه نتاع كل ياخذوا السيناريو واش يصير من بعد. يعني هو تقريبا اليوم نقدروا نتكلموا على سعيد نوع من بشار الجزائر. يعني اذا في مع اختلاف الاخر هو يطرح يعني في هذا او محيطه مثلا يطرح باللي يقول فوالا والدليل كي جا مثلا كي درنا نتاع بوجدرا بغى السينيال اللي بغى يديروا قال انا مثلا انا صحابي اون برينسيپ سي سا سي لي انتلكتويال سي الاصلاحيين سي كذا يريد ان يقترح نفسه كقوه مثلا اصلاحيه. هذه موجوده الان في خوف لان داخل السيستم الان الصراع ما نحسمش وانا نقدر نسميه هناك نوع من توازن الرعب بين مؤسستين اساسيتين. المؤسسه الاولى لمحيط الرئاسه مع رجال اعمال جدد يعني من منطقه نتاع الغرب لكن ايضا من منطقه مثلا الوسط بوتاني مغازله مثلا الوسط وعندك اخرين يعني داخل المؤسسه العسكريه لتا ماجور دو قايد صالح ليس كشخص قايد صالح وانما ايضا جيل الذي عنده مصالح الذي وراء قايد صالح. والان كل واحد ما يبغاش يخرج الاول في المعركه لانه ما على بالش الكارت اللي شادها كل واحد. انا تبان لي دائره الصراع الضيقه راهي بين هذه القطبين. La conclusion de cette première partie c'est que تفكك من الجهتين بصح ربما السلطه على بالها اكثر كيفاش راح تتقدم بالنسبه لليشيونس تاع 2019 بارابور لوبوزيسيون. لو السلطه على بالها كيفاش تقدم اون 2019 كانت تتقدم في 2014 بغير كاتريام موندا بس كاتريام موندا سيتي ليشيك absolument parce qu'il n'y avait pas trouvé de solution de rechange. Nous sommes d'accord sur ça. Merci beaucoup Mohamed. Merci. On a terminé avec la première partie. On va pouvoir reprendre dans un instant. Restez avec nous. L'invité du direct revient dans quelques instants. Pardon, le café presse politique, je ne vais pas m'y habituer. C'est pas l'invité du direct. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs, merci d'être avec nous encore. La deuxième partie du CPP redémarre, du CPP et non pas de l'invité du direct. Nous reprenons cette deuxième partie en nous exprimant sur un fait qu'on a déjà évoqué dans le café presse politique au début de l'été. Saïd Chitour, notre collègue journaliste et fixeur freelance, est toujours en prison. Il a fait plus de 100 jours de prison et sa famille a lancé une pétition consécutivement à une lettre adressée au président de la République pour qu'il soit libéré. Donc nous nous associons à cette démarche-là. Nous appelons tous nos amis à signer cette pétition pour libérer Saïd Chitour. Je rappelle que Saïd Chitour a été accusé d'avoir transmis des documents à des partenaires étrangers. Nous ne savons pas plus sur les accusations qui ont été portées contre lui, mais nous considérons que sa détention ne se justifie pas et donc nous appelons à la signature de cette pétition. C'est une transition qui m'est offerte pour introduire ce deuxième sujet, cette deuxième partie du Café Presse Politique. En deux mots, l'avenir de la presse aujourd'hui, en 2017, il y a un tableau qui s'est
énormément assombri. Je peux citer quelques faits. L'écran noir de KBC, Mohamed Iwanougan, tu étais encore à KBC il n'y a pas longtemps. Et donc, la société qui édite KBC a été dissoute et il y a un écran noir à la place de l'émission de cette chaîne. Je rappelle qu'elle devait être rachetée par le groupe. Une centaine de travailleurs sont encore au chômage. On va en parler. Chorour qui est en grande difficulté. Chorour qui était à un moment donné le premier tirage en Algérie, à plus de 300 000 exemplaires jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui ne tire plus qu'à 2000 exemplaires à Alger parce qu'il est interdit de publier, de tirer des grandes quantités à cause d'un problème de dette avec les imprimeurs publics à Alger. On peut citer la dissolution de la Tribune, enfin l'arrêt de la Tribune, journal qui est né en 1994. Les difficultés du groupe Haddad, on sait qu'il y a des difficultés dans les entreprises du groupe Haddad, donc de presse, à la fois la presse écrite et la télévision, avec des retards, notamment des retards de paiement de salaire. On peut citer à profusion des exemples comme ça. Infosoir qui tient bientôt une réunion de ses actionnaires pour savoir si l'aventure s'arrête, et des nouvelles nous parviennent tous les jours de ce type. Alors ma question est très simple. Qu'est-ce qui se passe dans la presse? Quel avenir pour la presse? Est-ce que nous sommes en train de vivre une fin d'époque? Et quelle est la prochaine époque de la presse? Je commence par toi, Mohamed, parce que tu as vécu dans ta vie sociale cette mésaventure de la fin d'une aventure professionnelle. Je rappelle que ça fait quand même plusieurs années, et même on peut compter en décennies, que tu es salarié au groupe Al-Khabar et que tu viens de quitter pour TSA à la fin de l'aventure. Oui, à la fin de l'aventure de KBC, j'ai rejoint TSA. Je n'ai pas changé de comment dirais-je, parce que moi, ma vocation, c'est la presse écrite beaucoup plus. Donc, je me retrouve beaucoup plus maintenant dans la presse électronique que dans l'audiovisuel. Ce n'est pas une perte pour moi On rappelle que tu étais rédacteur en chef, voilà, à KBC. De quitter l'audiovisuel, mais cette expérience de KBC m'a quand même marqué. J'ai connu beaucoup de nouveaux... J'ai eu de nouveaux amis, de nouveaux collègues. C'était une deuxième famille pour moi. Ça m'a fait beaucoup de mal de me séparer avec tous ces gens-là. Oui. Alors, il n'y avait plus de repreneurs possibles pour KBC après l'échec de la tentative d'achat, d'acquisition par le groupe Cévital? Une filiale du groupe Cévital. Je ne peux pas répondre, ça c'est les actionnaires de Khabar qui peuvent répondre sur ça. Mais j'imagine que le collectif de travailleurs vous posez la question. Après l'épisode Arbrab, c'est toute la presse maintenant qui souffre. Aucun homme d'affaires ne pense à investir dans la presse aujourd'hui en Algérie. Je ne pense pas qu'après l'épisode Arbrab, il y a un homme d'affaires, quelqu'un de riche, de friqué en Algérie, qui va penser mettre son argent dans la presse. Tout de même, est-ce que ce n'est pas la faute plutôt au modèle économique? Les hommes d'affaires qui sont proches du régime peuvent acheter des... Mais est-ce que c'est pas, on n'achète pas de médias, là, notamment de télévision, parce que c'est quelque chose qui ne rapporte pas d'argent? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça l'argument? Il y a aussi ça. Bon, il y a les hommes du régime, les hommes d'affaires du régime ont tous leur chaîne de télévision. Tahkout, il a sa chaîne, Haddad, il a sa chaîne, il y a la chaîne Al-Ajwa, il y a plusieurs chaînes. Ils appartiennent, toutes ces chaînes appartiennent à des hommes d'affaires proches du régime. Sinon, ils n'auront jamais pu avoir leur... Hassan, tu as raison d'insister sur le fait que le modèle économique de l'audiovisuel algérien est complètement, c'est le produit d'une anomalie. C'est un audiovisuel offshore qui a été, on a ouvert au lendemain des révoltes arabes, des révolutions arabes, parce que des chaînes de télé algériennes commencent à naître ailleurs, donc qui échappent à tout contrôle. Je pense à Al-Maghreb notamment, qui commence à faire du bruit. Donc ici, dans les officines du pouvoir se sont dit, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on ouvre. Comment? C'est une ouverture par effraction, hein, et on donne d'abord à nos copains, à nos amis, on leur donne, voilà, on vous aide, on vous garantit plein de choses qui étaient vraiment illégales. Une question est toute simple, comment on paye le satellite, l'allocation du satellite, sachant que la loi sur la monnaie empêche le transfert de la devise à l'étranger. Un grand point, il y a en tout cas une grosse entorse à la loi. Alors, je termine. Donc là, on assiste à quelque chose, à une espèce, je mets vraiment entre guillemets, à une espèce de décontation dans l'audiovisuel. On garde les chaînes solides parce qu'elles sont soutenues, financées par le pouvoir politique.
le pouvoir politique anticipe sur un futur champ audiovisuel pour, de leur point de vue, éviter l'erreur de la presse écrite des années 90. On a ouvert, les journalistes ont constitué des journaux et finalement qu'on n'arrive plus à contrôler. Donc là, ils disent on va prendre un peu d'avance sur le temps et sur ceux qui ont des ambitions de lancer des chaînes on va revenir dans le peu de temps qui nous reste sur le modèle économique de l'audiovisuel qui effectivement est très précaire parce que l'ouverture est fausse. On va en l'instant. Mais avant cela, moi je voulais peut-être refermer l'épisode de la presse écrite de laquelle nous sommes tous issus, hein, de الصحافة المكتوبة. حميد العياشي كنت على رأس نقدر نقول مجمع ينشر بالعربية وبالفرنسية الجيري نيوز. اي دونك هذه التجربة هذه حبست من جراء قرار سياسي ولا حبست على من الجانب الاقتصادي والمالي ما قدرش تضمن. هو واضحه ولا في زوج يكون في تدخل تجربه الزانوس كما التجارب الاخرى. هو غياب وانعدام إرادة سياسية باش يكون هناك تعددية إعلامية، لأن ما كانش تعددية سياسية. يعني كما أجهدوا التعددية السياسية بانشقاقات داخل الأحزاب السياسية وضعف فوق الأحزاب السياسية، بدأت أيضا مع الصحافة. هنا نتكلم على باختصار في 3 لحظات. لو بريمي مومون، اللحظة الأولى يعني كانت هناك ما يسمى بالمغامرة الفكرية نتاع الصحافة، وكان هناك أمل يعني والصحافة تلعب دور ولعبت دور خلال 2 سنين يعني بالدرجة الأولى. ثم جاءت اللحظة الثانية وهي لحظة التسعينيات، وبالتالي العائله الاعلاميه انقسمت يعني اساسا ايديولوجي، يعني اللي كانت المواليه في المسار الانتخابي واللي كانت ناقده المسار الانتخابي كونسيلياتور. وبالتالي تم بتضحيه عده عناوين كانت تاع المصالحه الوطنيه تم شيطنتها وتجريمها مثلما مشات تجريم اكتوبر، يعني وسموا مجرد احداث وداروه باللي صنع تاع النظام، وبالتالي اسم تجريم لو سونس دكتوبر اي سونس تعدديه. اللحظه الثالثة هي اللي ارتبطت بمجيء يعني انتقلت هذه المغامرة إلى تجربة إعلامية كانت مهمة بكل التناقضات نتاعها، لكن مع عودة الرئيس بوتفليقة هو عودة جيل وعودة نظرة رافضة تماما لوجود تعددية. أنا تلاقيته في 2000 وحملوك المسؤولية. وي لا حملوك عليك معليش، لكن في 2004 حطيت له سؤال يعني في هذا على التلفزيون المباشر في هذا، وتكلمت له هل راك مستعد الآن للانفتاح الإعلامي على مستوى السمع البصري؟ قال بحرف الواحد هذا أنا مانيش مستعد نفتح ماشي بدراهمي والناس تجد العرس عندي، يعني تقريبا جاب مثال شعبي. اللي بغيت نقول حتى كي جات 2004 ولا قلب 2003 يعني انت الحمله الانتخابيه 2004 هذه الزوجه يعني كي تلاقيت. الان في الاخير السمع البصري يعني انا نقدر نقول عندي بعض المعلومات انا كانت دقيقه يعني هو كما كان تكلم الزميل حسن ان اولا كنا مع بدايه الربيع العربي او الثورات العربيه وجات المغاربيه كانت تخدم مباشره في التليفون، يعني وكانت حتى بدائيه هذاك الشكل، فهذا خلق ازعاج كبير للسلطه. كنا مع التزامن تاع الربيع العربي والتزامن تاع الانتخابات الشرعيه، فالسلطه صار اجتماع في الحقيقه رسمي يعني بين الرئاسه والمخابرات يعني في هذا المجال، وقال الان نشجع يعني ما نعطوهمش وضعيه قانونيه قد خدموا من بعد نشوفوا، وبالتالي سمحوا لهذه القنوات اللي جات في اطار غير قانوني غير مثل شرعي شركات اجنبيه وكذا اللي نعرفوها في هذه، وبدات تجربه. فهذه التجربه عطات الثمار نتاعها ان الجزائريين ما بداوش يشوفوا الجزيرة، ما بداوش يشوفوا العربية واهتموا في هذا المجال، وكانت هناك إرادة ونية في البداية أنهم يفتحوا، لكن لقوا في نهاية المطاف حولوا إلى قنوات السمع البصري ولات ثاني لوطاج يعني غير قانوني، تتكلم نطبق عليك بلاك مكتب أجنبي. إذا معناه ما استمرينا في غياب الإرادة السياسية في وجود تعددية إعلامية، وكي تقول تعددية إعلامية تقول تعددية سياسية، وخلال هذه التعدديتين إلى حد الآن هناك رفض وتخوف من هذه التعدديتين مع مجيء جيل بوتفليقة في الحكم. Tarek, je voulais te poser une question. Toi aussi, tu as été éditeur de presse, mais de presse électronique. Tu as une expérience dans la presse électronique qui a été aussi difficile. Donc, pour terminer un peu le tableau, presse écrite, audiovisuelle et presse électronique, c'est aussi difficile aujourd'hui quand on est journaliste indépendant, qu'on veut faire une expérience éditoriale indépendante comme celle un peu des journaux Khabar al-Watan, c'est difficile. Très difficile. En fait, on est en train de nager dans une zone grise. C'est une activité où les lois, pour beaucoup, n'existent pas. Quand elles existent, elles ne sont pas respectées. Il
faut quand même rappeler que la loi sur la publicité n'a toujours pas été promulguée, elle date du début des années 2000. Tout ce qui touche à l'audiovisuel, le cadre existe, mais il n'y a pas de texte réglementaire où les lois ne sont pas appliquées. Alors la presse électronique, kiff, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on peut créer un média électronique, mais après, il faut vivre. Il faut quand même avoir les possibilités de payer les journalistes, donc tout le personnel. Comment obtenir de la publicité, c'est quand même très, très difficile. Et ce qui n'arrange vraiment pas du tout les choses, c'est l'absence d'organisation de la corporation. C'est-à-dire que les journalistes, il y a un syndicat, mais qui n'existe pratiquement plus. Il faut savoir que les journalistes algériens ne sont plus représentés dans toutes les instances internationales, à commencer par la FIJ. Nous sommes réellement dans une zone grise, et puis tout le monde, nous sommes en air là-dedans. Vous avez rencontré cela, il n'y a pas eu de vrai élan de solidarité. Même s'il y a un élan de solidarité, mais avec ABC, bon, à part l'épisode où il y a eu le procès par les actionnaires, c'était pas l'affaire des journalistes, ça. C'était une affaire entre actionnaires, entre Barab qui a racheté le groupe et ceux qui ont vendu. C'était pas, oui. Mais par la suite, les grands perdants, c'était les journalistes. Il n'y a pas eu de solidarité avec les journalistes. Personne ne s'est solidarisé. Mais je dois quand même dire. ما عادش ابري كان بياج اللي صرا يعني اولا ما كانش تمثيل مثلا نقابي للصحفيين الانقسام داخل العائله الاعلاميه مثل ما صارت بالنسبه للسياسه والمشكل الكبير هو انقراض جيل يعني المؤسس نتاع الصحافه وجود جيل جديد يعني خاصه مثلا في التكوين الى اخره دونك هذا ثاني والدليل على ذلك نشوفوا الان جائزه مثلا للصحافه رئيس الجمهوريه يعني ستين انسولت يعني للصحافه ولا الاخر في هذا الاخر المجال اي juste un instant le community manager تاعنا j'espère qu'il va pas louper cette punchline الجائزه تاع الصحافه مترأسه من رئيس الجمهوريه c'est une insulte pour la corporation je signe. Il y a 194 candidats. Là, vous me donnez l'occasion de l'occasion de parler de quelqu'un qui a été extrêmement nuisible à la presse ces 3 dernières années, c'est Hamid Green, ministre de la Communication. Il a mené une campagne et des actions mais concrètes contre la presse. Même pas contre la presse indépendante, tout contre la presse. Et il était venu régler des comptes avec la presse. Chaque matin que Dieu fait, Hamid Green mène des attaques contre la presse. Au nom du professionnalisme. On va essayer de se... Oui. Voilà, je voulais vraiment parler de ça. Heureusement que, heureusement que le pays a oublié complètement Hamid Green. Et même les gens du ministère... Tout le monde ne l'a pas oublié. Tout le monde l'a pas oublié. Je peux signaler rapidement qu'il y avait un budget de l'Union européenne de 7 millions d'euros destiné à l'aide à la presse que devait piloter, ce budget que devait piloter le ministère de l'Information. Donc il était sous sa main et il a refusé de signer le protocole. Donc il l'a bloqué. Donc ça permettait de former, de faire avancer les médias et peut-être de maintenir des activités qui sont en train de disparaître. Alors on va essayer ensemble, pour le peu de temps qui nous reste, de nous projeter dans l'avenir. On sort d'une expérience où, dans la lancée de 90, de la loi sur la presse de 90, l'ouverture médiatique a été portée par des collectifs de journalistes. Et on a vécu pendant 2 décennies et demie, 3 décennies sur cette expérience. Est-ce que, vous considérez que cette expérience est terminée avec les journaux qui sont en difficulté, les journaux papier, et la prochaine expérience, est-ce que c'est une expérience qui va être dominée par les hommes d'affaires avec des médias qui coûtent plus cher? Ou est-ce qu'il y a une possibilité, une alternative entre les deux, ces deux scénarios? Moi, je dirais juste rapidement, toutes les questions d'organisation. Il peut y avoir, est-ce que des grands groupes se constituent, est-ce que des grands patrons lancent des chaînes de télé, des journaux, ça on le voit partout. Des radios des radios, dans le monde occidental, plus ou moins abouti d'un point de vue économique, politique, intellectuel. Les médias appartiennent à des grands groupes, du CAC 40 en France, mais avec une organisation solide des rédactions. Oui. Mais la diversité est très faible. Le pluralisme dans les médias français, il y a une enquête de Mediapart qui le montre, cette diversité est très faible, parce que quand on cherche qui est propriétaire de quoi, on se retrouve quand même avec une offre. Quand même, on peut pas. C'est vrai qu'il y a, on sait, il y a les financements publics en France. Le Monde bénéficie de 20 millions d'euros chaque année. Le Figaro, Le Point. Il y a le monde diplomatique qui ne bénéficie pas de ça depuis quelques temps. Mais d'abord, il y a une crise économique qui touche la presse mondiale.
parce qu'on est on est rentré dans une nouvelle ère, elle est technologique, parce qu'aussi la presse est en crise. Il y a une crise de confiance d'abord. La première crise, c'est que si on prend la presse américaine en 2003, quand il y a eu la guerre contre l'Irak, la presse américaine était complice dans la préparation de l'opinion de cette guerre. Hein. Et c'est pour ça que le Guardian, qui a fait des contre-enquêtes, est devenu un peu la référence internationale dans le journalisme indépendant. Ma question, pour ce qui est de l'Algérie, les deux scénarios, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que si on veut aujourd'hui, c'est quoi la presse? La presse est une nécessité pour la démocratie. La diversité médiatique est une nécessité pour la démocratie. C'est pas la liberté de la presse, c'est pas l'apanage des journalistes. C'est un besoin démocratique de la société. Et si on peut utiliser un concept qui revient en vogue, la bourgeoisie a un rôle à jouer. Si elle est consciente de ses tâches historiques, si elle veut participer au développement d'un pays, d'une société, c'est qu'elle investit aussi dans les médias, dans le pluralisme de la presse. C'est pas seulement l'accumulation. C'est un message adressé à Arbrab ou à Haddad? Il se trouve que Haddad, il ne fait pas partie de la bourgeoisie, il est plutôt comprador. Ça, c'est méchant. L'avenir? À mon avis, c'est beaucoup plus le métier du journaliste qui est remis en cause aujourd'hui. C'est pas parce que il y a une façon d'exercer ce métier qui est complètement dépassée aujourd'hui. Soit avec la presse électronique, avec les réseaux sociaux, etc. On ne sait plus qui est journaliste, qui n'est pas journaliste aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus le métier du journaliste qu'il faut recréer. Oui, je suis d'accord, il faut vraiment faire une vraie critique. Il faut une critique radicale de ce que nous faisons au quotidien. Complètement. حميدة دروك راك فريلانس ها؟ راك تخدم فريلانس وي فريلانس. كي اشيت لي بابي دو حميدة العياشي؟ جريدة الحياة وجريدة الحياة في الخارج. الحياة هنايا وجريدة في الخارج. جريدة في الخارج. ما نقولكش تكون متفائل بالنسبة للمستقبل تاع الصحافة. لا هو التجربة اللي صارت لك ما تقدرش تكون متفائل. وي لا خاطر هو إجهاد تجربة. يعني احنا كنا نقدم اقتراح. جريدة بالعربية حديثة مودرن ماشي شعبوية ماشي كذا. وهذا كان تقلق يعني قبل المشاكل صارت للجريدة هو كان النوت شوا يعني اللي درناه احنا الجريدة ديجا عطينا جيل جديد في التفكير في الكتابة اي ومام طون كانت لا فورماسيون دي جورناليست داخل الجريدة دونك كانت هذه بون سو دو مودرنيتي باللي بالعربية ممكن تكون مودرن ماشي غير العربية نتاع السلفية ولا تاع التخلف يعني في هذه الحاجة الأولى. لكن نقول اليوم ما نقدروش نتكلموا على الصحافة اليوم أو مستقبل الصحافة وعندنا مثلا نظام يحتضر ساغونيز وفي نفس الوقت يرفض عناصر الحياة من خارجه. هو كل شيء يشوفها في الداخل نتاعو. إذن يعني الآن كي نتكلم اليوم يعني أنا يحزنني يعني بغض النظر على تجربتي الشخصية أنا خدت ديباسي تاورني في شغل أخرى. لكن هو المؤلم اليوم كي نشوفه الصحف اللي موجوده حوالي مثلا ما نعرف شحال من تيتر ولا ما تلقاش الان يعني الصحفيين ما تلقاش اونكادري ما تلقاش يعرف يدير تغطيه ما نلقوش الصحافه المتخصصه الثقافيه ولا غير ذلك. سي سا المشكله اليوم. وانا اللي يحزن اكثر هو اللي راهم قراوا اليوم الشباب يعني لي جان اللي متخرجين من المعهد مثل الصحافه غادي يخرجوا وما يلقوش وين يخدموا لان الان ولا جريده قادره انها تقدم سالير بور ان جورناليست ولا ان تكنيسيان. Oui, non, je voulais dire juste que l'avenir de la presse algérienne est lié à l'avenir du pays, à l'avenir politique, à ce qui va se passer dans quelques mois. Alors, en termes de soutien à la diversité et à la pluralité, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie le sponsor du Café Presse Politique qui nous permet d'avoir cet espace de liberté. Et nous avons d'autres sponsors sur Radio M qui nous permettent de faire parler la société civile, de nous faire parler des acteurs qui ne peuvent pas parler dans les médias mainstream, dans les médias publics notamment, mais aussi dans les médias privés, amis du pouvoir, et qui peuvent s'exprimer chez nous. Encore une fois, mille merci à nos sponsors, mais je finirai pas quand même sans remercier d'abord nos auditeurs sur Radio M. Le Café Presse Politique vous retrouve mercredi prochain avec Khaled Drani à cette place s'il cesse de voyager dans le monde et avec toute l'équipe autour de la table. Merci beaucoup d'avoir été parmi avec nous aujourd'hui. Hamid El Ayashi, Tariq Hafid, Mohamed Yaounagan et Hassan Wali. Merci.
Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.